Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le 17 mai 2025. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la crise libyenne et particulièrement sur les affrontements entre milices dont a été le théâtre Tripoli, la capitale, ces derniers jours. Les affrontements qui ont secoué Tripoli cette semaine ne sont pas un événement isolé. Ils sont le symptôme d'une crise profonde et persistante qui mine la Libye depuis des années. La rivalité entre milices, la fragilité des institutions, les ingérences étrangères, autant de facteurs qui contribuent à cette instabilité chronique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette nouvelle escalade de violence. Quelles sont les causes immédiates de ces combats? Comment s'inscrivent-ils dans la longue histoire des divisions libyennes? Et quelles sont les clés pour comprendre les enjeux de cette crise? Nos spécialistes vont nous apporter leur éclairage. Alors, Libye, Tripoli replonge dans la violence, c'est le titre du numéro de l'événement du Sahel d'aujourd'hui. Alors pour nous éclairer sur cette nouvelle flambée de violence, nous avons avec nous Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques. Ahmed Kateb, bonjour. Bonjour Zine Chafaoui, bonjour aux chers auditeurs. Merci à vous Ahmed Kateb, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a également avec nous Moukholane Touarabi, journaliste spécialisé dans les questions de sécurité en Afrique et consultant de l'émission. Moukholane Touarabi, bonjour. Bonjour Monsieur Chafaoui, bonjour Ahmed Kateb et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les ondes d'Ifriqiya FM. Merci à vous Moukholane Touarabi. Il y a également avec nous en direct depuis Tunis notre confrère tunisien Mourad Sellami, spécialiste de la Libye. Monsieur Mourad Sellami, bonjour. Bonjour cher Zine, bonjour aux auditeurs, bonjour à vos invités. Merci Mourad Sellami, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, restez avec nous pour une plongée au cœur d'un pays fragmenté. Nous revenons juste après le jingle. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Alors, Mourad Sellami, je vais commencer par vous. Vous êtes connu pour être un spécialiste de la Libye. Pouvez-vous nous dresser un tableau précis de ce qui s'est passé ces derniers jours à Tripoli? Quelles sont les zones les plus touchées et quelles informations avons-nous sur les victimes d'abord? Bonjour. Il me semble que pour comprendre un peu ce qui se passe, ce qui est en train de se passer ces derniers jours à Tripoli, oui. Il faut revenir un peu en arrière. Parce que l'assassinat d'Erni Al-Tikli et les rebondissements qui ont suivi cet assassinat est le résultat d'un fait désormais connu en Libye, c'est que les chefs des milices deviennent des hommes d'affaires. Ceux qui étaient chefs de milice en 2011, depuis 2016 et le premier gouvernement d'union nationale de Fayez Sarraj, ces chefs de milice sont devenus des hommes d'affaires. Et lorsqu'on parle d'hommes d'affaires, on parle de répartition d'un gâteau qui est les richesses libyennes. L'assassinat de Erni Al-Tikli est le résultat de sa tendance de ces dernières requêtes en matière de répartition de gâteaux. Erni Al-Tikli a demandé à avoir des parts dans la société libyenne de télécommunications, alors qu'il avait déjà d'autres postes pour ses partisans. Du coup, on l'a amené pour là, je parle de faits officiels, hein, ce ne sont pas des rumeurs, parce que les autorités de Tripoli ont dit que Erni Al-Tikli est mort suite à une opération sécuritaire complexe. C'est ce que officiellement ça a été dit par le ministère de l'Intérieur libyen. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a amené Erni Al-Tikli au campement qu'on appelle 444, Tekbeli, le commandement, un camp qui s'appelle Tekbeli à Tripoli, qui est
le chef-lieu du régiment 444 de l'armée libyenne, donc je dis bien de l'armée libyenne, et on lui a dit qu'on va faire des tractations pour trouver des solutions concernant tes requêtes. Eh bien, on a entendu des coups de feu, et après, il a été dit que 6 personnes ont été tuées dans Reni Kikli. Donc, selon vous, c'est l'assassinat de Reni Kikli qui est en fait le déclencheur de cette violence observée pendant plusieurs jours à Tripoli. Bien sûr, c'est l'assassinat de Reni Kikli qui est derrière, parce que tout de suite après, ces hommes qui ont toute une force qu'on appelle de dissuasion et de stabilité, ces forces sont descendues, ont voulu être attaquées. Bien sûr, les autres, le régiment 444 du camp Takbeli a cherché à se défendre. Il y a d'autres milices de part et d'autre qui sont venus s'associer aux belligérants initiaux. Oui. Et il y avait des montées et des descentes dans la tension. Oui. Mourad Sellami, est-ce qu'on peut savoir pourquoi le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a décidé de dissoudre justement la milice de Kikli? Dbeibah n'a pas cherché à dissoudre la milice de Kikli seulement. Il a cherché à dissoudre la milice de Kikli et la milice d'Abdelraouf Kara. Exactement. Qui domine qui est la milice Rada. Oui, qui est très forte, qui domine l'aéroport de Tripoli et la prison centrale de Tripoli. Oui. C'est pas peu. Oui. Et tout de suite après, c'est vrai, il a déclaré cela. Les milices ont riposté en disant que c'est du ressort du Conseil présidentiel, pas du chef du gouvernement, parce qu'en Libye, la composition du gouvernement, comment on la présente? Il y a le Conseil présidentiel tripartite présidé par Mohamed Younes el-Menfi, qui est venant de Benghazi, et un monsieur de la Tripolitaine et un monsieur du sud libyen. Oui. Ensuite, Dbeibah, le président du gouvernement, c'est un peu le directeur exécutif du pouvoir libyen. C'est-à-dire le gouvernement, il est nommé par les parlements et il est nommé aussi, il a l'aval du Conseil présidentiel, mais il est surtout nommé par le Parlement. D'accord. Donc, du coup, lorsqu'il a décidé la dissolution de ces formations, elles ont riposté en disant non, nous relevons du Conseil présidentiel. C'est ça. Et Mohamed Younes el-Menfi a décrété 24 heures après la décision de Dbeibah une décision disant que les décrets de Dbeibah sont nuls et non avenus. Il a annulé les décisions du Premier ministre Dbeibah. Il a annulé les décisions du Premier ministre Dbeibah. Il y a plus encore. Dbeibah n'a pas réagi. Donc, n'a pas réagi à l'annulation de ces décrets par Mohamed Younes el-Menfi. Cela veut dire quoi? Qu'il y a un jeu politique finalement en Libye, au sein du Conseil présidentiel, au sein des parties prenantes politiques. C'est-à-dire on lance un ballon d'essai et on voit un peu les réactions. Et on voit surtout les réactions sur le terrain. Parce que les milices sur le terrain, il y a eu des affrontements. Et si le premier jour, c'est le régiment 444 qui a pris le dessus sur la force de dissuasion, le deuxième jour, c'est plutôt le contraire. Ce sont les milices qui se sont emparées des sièges du camp, disons, pro-Dbeibah, et seule la décision d'El-Menfi qui a apaisé un peu les tensions, et l'armée a dit « Ok, on cherche la paix, etc. » Donc, du coup, c'est très complexe et ça tourne autour d'intérêts. Et laisse-moi vous dire une chose, c'est que lorsqu'il s'agit d'intérêts, le roi est mort, vive le roi. D'accord, Reni Kikli a été assassiné, mais finalement, c'est une logique d'intérêt entre un clan et un autre, et dans une logique d'intérêt où surtout le peuple a marre de tout ce qui est combat, de tout ce qui est incident. D'ailleurs, il suffit de voir un peu les pages Facebook libyennes qui en ont marre quand même. Il y a tous les 2-3 mois, il y a l'artillerie lourde tombe sur Tripoli, Zaouia ou ailleurs. C'est-à-dire toutes les villes libyennes sont menacées par l'artillerie. Dbeibah a cherché à avoir le soutien de la population face à ces milices en disant
qu'il veut réglementer le côté sécuritaire. C'est ça. Seulement, ça a été pris comme prendre parti pour un clan contre un autre. C'est ça. Et c'est ce qui a bouleversé tous les calculs et c'est ce qui a fait que la situation n'a pas marché comme conçu au départ par Dbeiba. C'est pour cela qu'il a accepté l'annulation de ces décisions. Décrets et le fait même que, moi je pense que aujourd'hui on ne peut plus parler parce que déjà la police est revenue aujourd'hui même à Tripoli, la police civile, elle est même présente dans les ronds-points, etc. Et ça tranquillise la population. Oui. Mais ça veut dire aussi que les belligérants sont tombés d'accord à ce que la police descende. Exactement. Parce que la police ne descend pas s'il n'y a pas accord entre les belligérants pour dire « Ok, il n'y aura pas d'artillerie lourde. » Donc, en général, aujourd'hui, le cessez-le-feu a été respecté. Donc, nous sommes dans une phase de désescalade. Oui, dans une phase de désescalade, ça veut dire que les tractations sont en train de se faire. De marcher. Oui. L'arrière-plan est en train de bouger fort pour se répartir encore les tâches des ressources qui n'ont pas été encore affectées. Voilà, merci pour tous ces éclaircissements, Mourad Sellami. Ahmed Kateb, on le voit bien, la mort de Abdelghani Renoua dit El Kikli semble avoir été un facteur déclenchant de ces affrontements. Mais selon vous, au-delà des informations que nous avons, y a-t-il des éléments qui restent obscurs concernant le déclenchement et le déroulement exact de ces affrontements? Écoutez, je pense que le problème qui se pose aujourd'hui avec acuité en Libye, c'est qu'on est arrivé à une impasse véritable par rapport au fonctionnement de l'État libyen. Oui. Et Mourad Sellami a bien expliqué les antagonismes existants entre les différents courants politiques et les courants politico-militaires qui ont pignon sur rue à Tripoli. On voit que le conseil présidentiel tripartite ne fonctionne pas convenablement puisqu'il y a une polarisation entre le Menfi, le président, et le chef du gouvernement de l'Union nationale, Abdelhamid Dbeiba. On est également dans un haut conseil d'État aussi qui joue sa partition. Oui, et on ne trouve pas vraisemblablement la bonne fréquence pour pouvoir régenter et régler tous les problèmes qui existent en Libye. On ne rappellera pas assez et jamais assez le fait que l'État libyen ait été abattu en 2011 par l'agression atlantiste, qu'aujourd'hui tous les protagonistes peinent à trouver les solutions, et l'assassinat de Renoua Kikli participe justement d'une tentative d'Abdelhamid Dbeiba de resserrer, recentrer un petit peu les forces en présence et, disons, comme le qualifierait Max Weber, donc le monopole légal de la violence physique qui doit échoir à l'État central. Donc Dbeiba était vraisemblablement dans une sorte de logique de consolidation du pouvoir, avec bien évidemment des soubassements tribaux, d'affaires, etc. Donc c'est tout un magma. C'est une tentative de Dbeiba de ramasser le pouvoir. Il voulait ramasser le pouvoir. Mais vraisemblablement, la liquidation de Renoua Kikli n'arrange pas ses affaires parce qu'il est entré en opposition frontale avec le Menfi et les autres milices. Rada, brigade 444. Donc on voit qu'il y a un engrenage. Il y avait a priori une sorte de modus vivendi, d'équilibre précaire qui a été bouleversé, chamboulé par la décision de Dbeiba de vouloir centraliser, ou du moins d'avoir une maîtrise de l'appareil sécuritaire. L'appareil sécuritaire, et l'assassinat de Renoua Kikli n'arrange pas vraisemblablement les choses. Pire, ça a ouvert une boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est-à-dire les acteurs extérieurs vont redoubler d'efforts
pour pouvoir caporaliser leurs lieutenants sur place. Oui. Et c'est ça le problème qui se posera peut-être dans un avenir très proche pour la Libye. Très bien. Alors, il faudra compter donc sur l'intervention étrangère est omniprésente en Libye. Selon Ahmed Kateb, il y aura probablement des velléités des sponsors du gouvernement de Tripoli d'avoir une emprise beaucoup plus grande sur la réalité, vu l'instabilité qu'il y a dans la capitale libyenne. Mkhanet Ouarabi, comment vous interprétez la décision du président du Conseil présidentiel libyen, El Menfi, d'annuler les décisions de Abdelhamid Dbeiba? Est-ce qu'aujourd'hui on peut aller vers un bras de fer entre les deux responsables? Bon, selon Mourad Slami, pour le moment, Abdelhamid Dbeiba n'a pas remis en cause les décisions de El Menfi. La situation est en train de se calmer. On assiste à une désescalade, encore que personne ne peut savoir comment les choses peuvent évoluer durant les prochains jours. Mais est-ce qu'il n'y a pas une rivalité en filigrane entre El Menfi et Dbeiba? Bien évidemment, il y a une rivalité entre les deux hommes. Oui. On le voit très bien depuis quelques années. Et là, c'est une situation particulière et très sensible parce que il s'agit justement de faire alors de ça, ramener c'est un jeu de rôle entre les deux responsables. Il y a un peu Soit de jeu de il y a une rôle. rivalité, oui. Si on voit par exemple Dbeiba qui n'a pas réagi, qui n'a pas Oui. remis en cause, parce qu'il sait que sur le terrain, la situation elle est difficile. Donc il ne voudrait pas justement exacerber la situation Oui, parce qu'elle pourrait devenir rapidement hors de contrôle. ingérable. Oui. Donc, sachant que Rada, c'est pas n'importe quel groupe, c'est-à-dire, il est très puissant. Mourad Slami dit qu'il contrôle l'aéroport et la prison centrale de Oui, Tripoli. bien évidemment. Donc, vous imaginez le pouvoir qu'il a. Et moi, je pense que ce qui s'est passé ces derniers jours reflète toute la difficulté, justement, de l'État libyen à mettre en place une stratégie sécuritaire nationale et justement à désarmer tous ces groupes qui se sont démultipliés depuis de longues années et qui aujourd'hui posent sérieusement problème à l'État central. Oui. Donc cette volonté justement de reprendre le contrôle des aspects liés à la sécurité par l'État central se heurte à la résistance de ces groupes qui, bien évidemment, bénéficient de soutien de groupes d'intérêt au-delà même de la Libye. Donc, ils peuvent facilement se mettre au service d'une puissance ou d'une entité étrangère à la Libye carrément. Donc, c'est toute cette dangerosité à laquelle aujourd'hui est confronté à la fois El Menfi et Dbeiba, les deux. Je pense que Dbeiba s'est rendu compte que vouloir justement reprendre le contrôle de la sécurité, de l'appareil sécuritaire du manière générale libyen est une bonne chose, mais il faut aller doucement parce que sur le terrain, les résistances sont importantes parce qu'il y a des enjeux à la fois économiques, il y a des enjeux d'influence, des enjeux de pouvoir, des enjeux politiques parce qu'aujourd'hui, la Libye n'a pas encore réglé la question centrale qui est celle du règlement du problème politique. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire que voilà, moi je suis le maître des lieux parce qu'il n'y a pas de mandat du peuple, parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a un problème de légitimité. Il y a un problème de légitimité qui se pose et donc ces groupes, pour eux, ils ne reconnaissent ni Dbeiba, ils ne reconnaissent que le rapport de force. C'est le rapport de force qui prime a priori. Voilà, et d'autant plus que ces groupes ont depuis l'effondrement de l'État libyen versé dans la prédation, la captation des richesses et la lutte d'influence, c'est-à-dire comment des groupes armés avec soit des obédiences idéologiques ou des appartenances tribales, donc on peut constituer des forces de frappe réelles pour d'une part capter les richesses du pays et surtout être dans une dynamique de prédation et d'alliance extra-libyenne pour établir de fait un rapport de force
qui leur sera toujours favorable. Favorable. Et c'est la volonté de Dbeiba centraliser un petit peu la maîtrise de l'appareil sécuritaire qui a fait éclater cet équilibre fragile qui existait. Exactement. Et on voit que aujourd'hui Tripoli on se rend compte que sur le un volcan. gouvernement Tellement fragile. On se rend compte, Ahmed Kateb, que le gouvernement d'union nationale n'a pas encore le poids suffisant ou l'autorité suffisante pour imposer sa feuille de route à l'ensemble des acteurs. Et c'est ça le problème. Présents, et c'est ça le problème parce qu'il n'y a pas eu d'institutions qui émanent de la volonté populaire. C'est ça. La Libye peine à organiser des élections générales, Oui. peine à organiser des élections pour on va revenir sur instituer cette, pour élire des institutions, Oui. et c'est ça le cœur du problème. Voilà. Elle se retrouve justement pour la dans une mettre sur la situation où la sécurité de la Libye, de la compromise capitale à cause, libyenne, est compromise à cause des de ces agissements dissensions et de ces groupes, rivalités. rivaux. Voilà. Mourad Selami, vous êtes en direct avec nous depuis Tunis. Vous êtes un spécialiste de la Libye. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous vous rendez régulièrement en Libye et particulièrement à Tripoli. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la cartographie des milices présentes à Tripoli et éventuellement nous dire combien il y en a et pour qui roulent-elles? Tout simplement, les milices actuellement présentes à Tripoli sont la succession des milices qui ont fait le 17 février et les suites, la prise de Tripoli, etc. En 2011. En 2011, exactement. Septembre-octobre 2011. Voilà. Et jusqu'à l'année suivante. Oui, la chute de Tripoli, c'est septembre-octobre 2011, mais Oui. elles ont combattu depuis février 2011 jusqu'en novembre, et ce sont eux qui ont constitué l'appareil sécuritaire de l'État libyen, du nouvel État libyen. Oui, oui. L'accord de 2014... Contrairement à de nombreux autres pays, il y a une armée nationale qui constitue l'armature ou la charpente sécuritaire du pays, mais un cas particulier, un cas singulier en Libye, c'est plusieurs milices qui assurent ce rôle-là. Chacun contrôle un bout de territoire, un quartier, un aéroport, une prison. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de milices à Tripoli qui font ce travail-là, qui servent de sous-traitants ou qui sous-traitent pour le gouvernement. C'est plus délicat encore, dans la mesure que l'accord de 2014 qui a été scellé, qui a finalement abouti à la formation du gouvernement de Fayez Sarraj, il comprend une partie qui dit que le gouvernement va former une garde nationale. Oui. Au début, c'était l'idée de former une garde nationale qui va protéger, qui va constituer finalement l'appareil sécuritaire, le noyau de l'appareil sécuritaire de l'État. Oui. Les milices se sont alliées entre elles et ils ont empêché que Fayez Sarraj installe sa garde nationale. C'est-à-dire ils ont empêché que le gouvernement ait un pouvoir autre que le leur. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle les gouvernements libyens successifs ont été toujours prisonniers de ces milices, notamment à Tripoli. Donc la construction de l'État et de son armée a été contrariée. Oui, d'ailleurs, il y a un fait très important, un fait que tout le monde peut observer. Oui. Les miliciens à Tripoli sont devant le soldat. Lorsqu'il y a un soldat et un milicien dans un rond-point à Tripoli ou là devant une institution officielle à Tripoli, c'est le milicien qui est devant. Oui. On est encore dans une phase de révolution, entre guillemets. Oui. On n'est pas dans une phase d'État où c'est l'armée qui constitue la principale autorité sécuritaire. Oui. Les Libyens, ces milices-là, continuent à chercher à préserver leur autorité par rapport à celle de l'État libyen. Revenons maintenant à votre question concernant l'obédience de ces groupes. Voilà. Aussi bien René Oualtikli que Abderraouf Kara, les deux sont d'obédience salafiste. Donc, on sait très bien que en 2011, en février 2011, il y avait plusieurs groupes
de miliciens, disons. Dits de révolutionnaires, mais qui sont d'obédience salafiste. Oui, pour Kara et Kikli, mais il y a aussi les gens de Misrata, Oui. qui ne sont pas spécialement salafistes. Oui. Il y a les gens de Zintan, on se rappelle très bien d'Oussama Jouili, Oui. le premier ministre de défense du gouvernement de Fayez Sarraj. C'est pas un salafiste. Mais la première bataille de Tripoli de 2014, suite aux élections qui ont été perdues par les frères musulmans, il y a eu la première bataille de Tripoli. On a repoussé les gens de Zintan vers l'extérieur parce qu'ils dominaient l'aéroport de Tripoli, l'aéroport international, pas le Maïtiga. Alors que les salafistes avaient Maïtiga, avaient le camp militaire de Maïtiga et l'aéroport de Maïtiga qui est devenu l'aéroport officiel libyen après la bataille de Tripoli. Donc, il y a les salafistes d'un côté qui sont... il y a un fait aussi important. Avec l'arrivée du gouvernement Sarraj, qu'est-ce qui a été fait? Les milices, le ministère de l'Intérieur est formé de ces milices dans les directions du ministère de l'Intérieur. Chaque milice s'est accaparée une direction. C'est-à-dire lorsqu'on dit à Rada, la dissuasion, c'est une milice qui s'est transformée, qui a porté des cravates, quoi. Il y a une milice qui s'est transformée, qui a pris les commandes et qui a régné en administration. Mais finalement, la Libye n'a pas évolué de cette situation vers une situation d'État. Oui. Donc c'est une situation que les Libyens payent très cher aujourd'hui. Oui, et ils en ont marre. Hein. Le constat, c'est qu'ils en ont marre. Et si aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a apaisement à Tripoli, parce que les miliciens et les politiques sont conscients qu'il y a un ras-le-bol. Oui, qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils veulent finir avec cette situation. Ils ne veulent plus rester dans ce prisonnier de ces milices. Et les milices savent donc que leurs intérêts, parce qu'ils se sont accaparés aussi des intérêts, que leurs intérêts dépendent de l'apaisement. Donc ça fait 2 ans d'ailleurs, depuis la fin de la guerre de Tripoli, la deuxième guerre de Tripoli de 1919-20, on sent que les Libyens ne veulent plus de guerre et les belligérants politiques savent qu'ils doivent préserver la sécurité, préserver la quiétude en Libye pour préserver leurs intérêts. Oui, mais là, Mourad Sellami, on peut supposer que, conscient justement que la rue est en train de gronder, conscient qu'il y a un ras-le-bol au sein de la population libyenne, le gouvernement libyen a décidé de conclure une sorte de gentleman agreement avec les milices, justement, pour essayer d'aller vers une désescalade. Mais le pouvoir est tellement fragmenté qu'il faut s'attendre un jour ou l'autre à une nouvelle explosion de violence quand les contradictions se seront encore une nouvelle fois exacerbées. Oui, je suis d'accord là-dessus. Pire encore, nous sommes en train de parler des dissensions au sein d'un même camp, au sein du camp de l'Ouest, c'est-à-dire nous ne parlons pas du camp opposé avec l'Est et le clan Haftar. Oui. Donc, mais contrairement, Mourad Sellami, je vais encore vous prendre une petite minute, mais le clan Haftar, contrairement à la Libye de l'Ouest, il y a plus de cohérence à l'Est plutôt qu'à l'Ouest. Ça, c'est sûr, parce que la cohérence à l'Est a commencé depuis 2014, c'est-à-dire depuis les premières luttes contre les salafistes. Exactement, contre Aderna, etc. Oui, de Derna, etc. Mais même à Benghazi. La première bataille était la bataille de Benghazi. Et ensuite à Derna, etc. Mais je veux dire que ce conflit Est-Ouest, moi, il me semble que Abdelhamid Dbeiba cherche à être l'unique vis-à-vis par rapport à Haftar. Cherche à s'imposer en vis-à-vis de Haftar
parce que c'est pas un hasard si Haftar et Dbeibah n'ont pas signé à Addis Abeba pour le projet libyen. Parce qu'ils se considèrent les deux hommes forts de la Libye et ils veulent rester seuls par rapport à s'extirper du groupe de belligérants. Voilà. Mais Dbeibah joue gros sa tête parce que Dbeibah dépend des deux parlements, dépend surtout de la communauté internationale. Exactement, Si la communauté exactement. internationale décide de le lâcher, il partirait. Voilà. Mais Merci Mourad Selami. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Mourad Selami, Ahmed Kateb. Alors tout le monde le sait, hein, la Libye est divisée entre deux exécutifs, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, à la seule différence que celui de l'ouest est reconnu par la communauté internationale, celui de l'est ne l'est pas. Mais comment justement cette fragmentation continue-t-elle d'alimenter les tensions et les affrontements comme ceux que nous avons observés à Tripoli ces derniers jours? D'accord. Je rappellerai peut-être, avant de répondre directement à votre question, Oui. que le général Khalifa Haftar, un libo-américain, a eu, disons... Qui est aujourd'hui soutenu par les Russes et les Émirats. Et l'Égypte. Donc, Khalifa Haftar a eu la main mise sur l'Est libyen et le Sud en usant d'une violence extrême. Il a eu déjà en 2019-2020 des velléités de conquérir la capitale Tripoli par la force. Oui. Il a eu à plusieurs reprises des velléités également de se rapprocher des frontières algériennes. Donc Khalifa Haftar roule pour un agenda extérieur, clair, net, et il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, cette fragmentation, cette polarisation de la scène libyenne est due justement au fait que les protagonistes locaux soient des proxys de forces étrangères. Et c'est ça ce qui explique que les Libyens ne peuvent pas sortir de ce tunnel parce qu'ils n'obéissent pas à des logiques nationales. Oui. Ils n'obéissent pas à des logiques inclusives, consensuelles, nationales, qui les poussent à une sorte de quête de l'État. Les Libyens aujourd'hui, hélas, malheureusement, d'un point de vue de sciences politiques, peinent à reconstruire leur État. Oui. Nous ne sommes pas encore dans le state building. On le voit, la dernière manifestation de violence à Tripoli il y a quelques jours, donc confirme, s'il en est, que la fragmentation de l'appareil sécuritaire, la fragmentation de l'appareil politique, les multiples influences tribales, financières, mafieuses, de captation, de prédation à l'intérieur et à l'extérieur, font que la Libye ne peut pas sortir de ce tunnel. Elle est dans un blocage intégral. Il y a un blocage et on ne rappellera jamais assez les propos d'Abdoulaye Batili, l'ancien envoyé spécial des Nations Unies en Libye, qui a fini par jeter l'éponge. Qui a jeté l'éponge en accusant les protagonistes d'être des personnes le règlement de la crise. Égoïstes, d'empêcher le règlement du conflit par pur égoïsme. Et les dernières violences l'expliquent trop bien même. Donc il y a ce blocage qui fait qu'aujourd'hui la Libye est un territoire fragmenté politiquement, hyper fragmenté d'un point de vue sécuritaire et militaire, et sujet à toutes les influences extérieures, qu'elles soient de la Russie, de l'Égypte, des Émirats, de la Turquie, etc. Donc ça, les Libyens peinent à trouver un consensus, et c'est là où la voix de l'Algérie est intéressante, parce qu'elle a de tout temps appelé les Libyens depuis le début de la question libyenne, de la crise en Libye en 2011. Depuis le renversement de Kadhafi. De Muammar Kadhafi par l'agression atlantiste. Donc on voit que la voix de l'Algérie a toujours été celle de l'inclusion, celle d'une quête nationale, d'un consensus par le dialogue national et par voie référendaire. Ce que les Libyens, malheureusement aujourd'hui, peinent à trouver. Moukhran et Touarabi, au-delà des deux principaux exécutifs, on le voit bien,
Quels sont les autres acteurs clés qui influent sur la situation sécuritaire en Libye? Bon, notre ami Ahmed Kateb a donné des éléments de réponse. On pense bien évidemment aux puissances étrangères, mais il n'y a pas que les puissances étrangères. L'organisation même de la société libyenne en tribu, me semble-t-il, oui, ça c'est sûr. est un facteur handicapant, ou du moins qui freine la construction, comme le dit Ahmed Kateb, de l'État-nation. Oui, justement, parce que à l'époque déjà de la Jamahiria, il n'y a pas eu des institutions étatiques modernes. Comme nous les connaissons ailleurs, c'est l'organisation même des gens. Voilà, l'État des masses. L'État des masses. Il s'est basé justement sur les tribus, sur oui. Donc cette situation a fait que après justement l'agression atlantiste, comme l'a dit Ahmed Kateb, et toutes les conséquences, l'assassinat de Muammar Kadhafi, toutes les conséquences qui en ont découlé par la suite, fait qu'aujourd'hui, il est très difficile pour les Libyens de construire, parce que c'est pas de reconstruire aujourd'hui, mais c'est de construire un État moderne. Alors juste pour abonder dans votre sens, derrière aussi, au-delà des ingérences, on le sent aussi, Ahmed Kateb, derrière certaines violences, c'est aussi des luttes entre tribus. Entre tribus, entre régions. Mais c'est clair. Pour le pouvoir et l'argent, parce que la Libye est un pays riche, donc ce qui s'est passé ces derniers jours, ce n'est qu'une lutte d'influence pour justement accéder au pouvoir et accéder à plus de richesses en Libye. Et depuis le début de cette crise, c'est le facteur déclencheur de toutes les tensions, que ce soit entre l'Est et l'Ouest, ou bien au sein des camps de l'Est ou de l'Ouest, parce que même à l'Est, il n'y a pas une homogénéité totale, intégrale entre tous les groupes, même si Haftar domine parce qu'il a un soutien étranger assez important de certaines puissances. À cela s'ajoute aussi un héritage lourd de cette agression atlantiste, qui est l'implantation de nombreux mercenaires en Libye. On parle de 20 000 mercenaires qui sont toujours sur le territoire libyen. On se demande pourquoi ils sont là, parce qu'ils ont accès aux richesses libyennes, parce que grâce aux armes en Libye, on peut accéder à beaucoup de choses. La multiplication de milices qui sont automatiquement connectées aussi à des groupes de mercenaires étrangers fait qu'aujourd'hui, reprendre en main la sécurité de la Libye est un défi majeur. Et qui nécessite justement, je pense à mon avis, un soutien onusien, un soutien international, parce que ni le gouvernement de Beïba, ni El Menfi, ni le gouvernement de l'Est ne peuvent faire face à cette myriade de groupes armés, lourdement armés, qui sont connectés aussi à des tribus, à des seigneurs de guerre, et à des narcotrafiquants parfois, et à d'autres trafics qui existent dans la région. Mourad Slami, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Ah, très bien. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission. Alors, dans ce contexte de fragmentation, on parlait de fragmentation de la société libyenne, de fragmentation de l'appareil sécuritaire, de fragmentation de l'État aussi. Dans ce contexte de fragmentation et de violence, quelles seraient les conditions nécessaires, selon vous, pour une véritable réconciliation nationale et la mise en place d'un État libyen unifié et stable? Malheureusement, moi, je considère que, d'ailleurs, je partage l'avis de Sid Ahmed El-Kateb concernant les propos d'Abdallah Bathily. Lorsqu'Abdallah Bathily a jeté l'éponge, c'est parce qu'il a constaté que les Libyens, ceux qui sont, disons, au pouvoir en ce moment, ceux qui maîtrisent les institutions en ce moment, ne veulent pas de solution. Bien sûr, ils ont des salaires depuis 2012 pour le Conseil supérieur de l'État, les élections de juillet 2012. Les autres, les élections de juin 2014, ils continuent à avoir des salaires, à part les salaires des autres institutions de l'État. Donc,
pour réunir des conditions, il faut quand même des représentants libyens. Donc, il faudrait qu'il y ait des représentants libyens conscients de cette nécessité de concordance nationale libyenne. Moi, je partage parfaitement l'avis des autorités algériennes qui appellent à un dialogue interlibyen, etc. Un dialogue et des élections. Un dialogue et des élections. Mais à l'état actuel des choses, je vois moi qui connais vraiment assez bien la Libye pour pouvoir le constater, c'est vraiment très difficile d'obtenir des groupes, disons, parce que pour faire des élections, etc., il faudrait une atmosphère organisée et favorable à la tenue des élections et à les réussir. Les armes, c'est aux mains soit aux mains du clan Haftar et de ses disciples à l'est, et à l'ouest, c'est d'autres milices et d'autres groupes, mais on n'a pas une atmosphère où l'urne n'est pas est indépendante, entre guillemets. L'urne est protégée par des armes qui sont alignées, qui ne sont pas des armes d'État, qui ne sont pas indépendants et des armes d'État. Il n'y a pas un État cohérent, et donc il faudrait qu'il y ait cette cohérence de l'État, cette cohérence des institutions pour pouvoir dire oui, on aura des élections libres et indépendantes en Libye. Et c'est nécessaire pour faire réussir le processus libyen. Autrement, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Merci beaucoup, Mourad Sellami. Une dernière question, Ahmed Kateb. Alors, on le dit, on déplore l'absence d'une armée nationale unifiée. C'est un problème qui est posé de façon récurrente. On parle du rôle des puissances étrangères dans la crise libyenne. On assiste à une guerre d'influence, à une guerre par procuration. C'est ce qui augmente la fragmentation du pays. On a évoqué aussi très longuement l'économie, le contrôle, la course pour le contrôle des ressources. Ahmed Kateb, alors là, je repose un peu la même question que celle que je viens de poser à Mourad Sellami. Concrètement, quelles mesures pourraient être prises à court terme pour stabiliser la situation à Tripoli et plus largement en Libye pour protéger les civils et aller vers un véritable processus de réconciliation, d'unification de l'État et surtout d'organisation des élections pour avoir une classe politique légitime? On parle de légitimité aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'en a en Libye et personne n'est en mesure de parler au nom des Libyens, au nom du peuple libyen. Les mandats de tout le monde sont arrivés à expiration. Oui, c'est une question à inconnu multiple. Oui. Si l'ONU n'a pas su trouver les voies et moyens, je ne pense pas que je puisse moi-même, très modestement, apporter... On a une nouvelle représentante de l'ONU en Libye. Elle propose de mettre le paquet, passez-moi l'expression, de mettre le paquet sur la réconciliation nationale. Il y a une vraie demande dans la société. C'est vrai que la société libyenne veut en finir avec ce cycle cauchemardesque de violences répétées depuis 2011. Maintenant, si la société libyenne est prise en otage par les politiques, par l'élite politique, par les dirigeants et par les puissances étrangères qui se trouvent à Tripoli et à Benghazi et même à Tobruk, parce qu'on n'a pas parlé de Aqil Saleh et du Parlement de Tobruk. Donc, quand on parle de Haftar, on parle de l'élite, c'est-à-dire les Libyens sont prisonniers de la fuite en avant de leur élite politique. Ça, d'une part. D'autre part, il y a une décantation au niveau régional et international. La donne a changé en Syrie. Il y a des négociations qui se déroulent à Istanbul autour du conflit ukrainien. On voit que la tournée de Trump dans les pays du Golfe a ouvert de nouvelles perspectives et on s'achemine très vraisemblablement à un accord très imminent sur le nucléaire iranien. Donc une normalisation quasi immédiate entre Washington et Téhéran. Il n'y a que la Libye qui reste en dehors des radars.
en dehors des radars, mais jusqu'à quand? C'est parce que ça, probablement les puissances n'ont pas trouvé d'accord entre elles sur le. Mais sur jusqu'à ce quand? Oui. Puisqu'il y a eu accord sur la Syrie, Oui. il va y avoir un accord sur l'Ukraine. Je pense que pour la Libye, l'accord n'est pas très loin et on attend ces quelques semaines ou quelques mois pour trouver des réponses à nos questions. Donc vous suggérez, Ahmed Kateb, qu'il faut surveiller la Libye comme on surveillerait une casserole de lait sur le feu. Absolument. Merci beaucoup, Ahmed Kateb. Alors, s'il fallait résumer tout ça, je n'ai pas l'intention de le faire, mais en quelques mots, la Libye donc est un pays déchiré par plus d'une décennie de chaos. Malheureusement, cela continue, ça continue. Nous le voyons bien, malgré des périodes d'accalmie fragile, la violence refait surface. Cette fois, au cœur de la capitale Tripoli, les affrontements qui ont éclaté ces derniers jours entre la brigade, comme l'appelle Ahmed Kateb, brigade 444, et la force Rad'a soulignent une fois de plus la profondeur des divisions et la complexité de la crise libyenne. Alors, nos remerciements vont à Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques, ancien directeur de Canal Algérie, d'avoir accepté notre invitation. Nos remerciements également à Mqran Touarabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Merci Mourad Slami, je rappelle que vous étiez en direct depuis Tunis. Vous êtes journaliste tunisien et spécialiste de la Libye. Merci à vous, chers amis auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette exploration de la crise libyenne. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau décryptage des enjeux de notre continent africain. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, sachez que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur la page Facebook de d'Ifriqiya FM. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Amin Zouaoui. À la console technique, il y avait Madame Linda, que nous remercions. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.